Bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Alexandre Muns, l'auteur de Rajeunir de l'intérieur grâce à la révolution des fascias, publié chez Erol Éditions. Chers éditeurs, et si le secret pour soulager vos douleurs, ralentir votre vieillissement et retrouver votre vitalité se cachait dans un tissu que l'on ignorait encore il y a quelques années? Alexandre Muns, ancien danseur étoile, a non seulement transformé sa vie grâce à cette découverte, mais il en a aussi fait une méthode qui aide des milliers de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, il est avec nous pour parler des fascias, ce réseau incroyable qui traverse tout notre corps et qui pourrait bien révolutionner notre manière de vivre et de bouger. Les fascias, ces tissus longtemps négligés, mais absolument fondamentaux pour notre santé, notre énergie et même notre capacité à ralentir les effets du vieillissement. Mais laissez-moi vous partager une vérité étonnante. Pendant des années, les fascias ont été considérés comme des tissus inutiles, sans réelle fonction. Lors des opérations chirurgicales par exemple, ils étaient systématiquement écartés, coupés ou même grattés et jetés, comme un obstacle pour atteindre les muscles, les nerfs ou les os. Les chirurgiens ne voyaient en eux ni rôle mécanique, ni fonction sensorielle. Ce n'est qu'en 2018 qu'ils ont été reconnus comme un véritable organe, le 80e organe du corps humain. Cette découverte a changé notre compréhension du corps. Les fascias ne sont pas de simples tissus passifs, ils forment un réseau vivant, hautement innervé, qui connecte nos systèmes corporels et joue un rôle clé dans la régénération, le mouvement et la gestion de la douleur. Dans ce podcast, nous allons tenter de comprendre comment, grâce à des mouvements simples mais extrêmement lents, on peut activer ce réseau pour produire naturellement du collagène, apaiser les tensions et retrouver une souplesse oubliée. Alors, que sont vraiment les fascias? Pourquoi sont-ils si essentiels? Et surtout, comment en prendre soin? Pour répondre à ces questions, je reçois Alexandre Muns, l'ex-danseur étoile et l'auteur du livre « Rajeunir de l'intérieur grâce à la révolution des fascias ». Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Alexandre, bonjour. Bonjour Amal, merci de votre invitation. Alors Alexandre, vous êtes ancien danseur étoile de l'Opéra de Berlin et vous avez refusé une opération que l'on disait inévitable pour guérir autrement. Pour commencer, Alexandre, expliquez-nous simplement ce que sont les fascias et pourquoi on les a ignorés pendant si longtemps. Vous avez vraiment formulé extraordinairement bien cette histoire dont nous sommes tous les enfants. C'est une histoire atypique, unique dans l'histoire de l'humanité, disent les scientifiques les plus fameux qui ont travaillé sur les fascias. C'est même en vous écoutant avec votre belle voix radiophonique, je me disais, c'est un conte de fées. C'est vrai que ça ressemble un peu à de la science-fiction. D'ailleurs, quand j'ai commencé il y a 21 ans, j'étais inaudible parce que ce que je racontais en rapportant ce qui se passait dans les studios d'entraînement, les institutions françaises, et je ne leur en veux pas, comment pouvaient-ils se dire que ce que je racontais était vrai, tellement c'était phénoménal. Et alors les fascias, c'est une matière un peu étrange. De par son histoire, vous l'avez dit, complètement ignorée jusqu'en 2018. Donc là, nous sommes vraiment en plein dedans. On baigne dans la découverte d'un organe. On va sur la Lune, on a des smartphones dans la poche qui nous permettent de parler à l'autre bout du monde, et on découvre un organe qui était là depuis la nuit des temps. C'est fou. Et c'est un gel, ça a la forme à la fois d'une peau qu'on appelle aponévrose, qui recouvre les muscles, mais en plus grande partie, ça a la forme d'un gel visqueux, aqueux, qui interpénètre et qui englobe tout. C'est-à-dire que vous allez en retrouver dans les fibres musculaires, autour des fibres musculaires, jusqu'aux cellules. On baigne dans un océan de fascias. Pourquoi a-t-il fallu attendre 2018 pour reconnaître les fascias comme un organe clé et qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Je pense que justement cette matière étrange qui ne commence nulle part, qui ne finit nulle part, informe et transformable à l'infini, comment pouvait-on l'analyser en fait? On peut identifier un organe, un cœur, un rein, un foie, une rate, tout ça. Cette matière liquide, elle était incomprise, je pense, de par sa matière, vous voyez, de par sa nature, elle est étrange. Et alors on a cru pendant très longtemps que c'était une matière de remplissage qui éventuellement servait un petit peu à protéger ou à interconnecter les choses ensemble. En fait, non seulement ça interconnecte les organes, les systèmes nerveux centraux, système immunitaire, rendez-vous compte, système lymphatique, système viscéral, tout sous la peau,
Mais alors en plus, c'est l'organe des organes. C'était le 80e organe du corps humain, et c'est l'organe des organes, la tour de contrôle qui régule tout, avec, et on va, j'imagine, en parler, un pouvoir extraordinaire qui est complètement un conte de fées, qui paraît surhumain. C'est de la science-fiction. Alors, vous avez découvert l'importance des fascias à travers votre propre guérison. Expliquez-nous comment, ou racontez-nous comment ce moment a tout changé pour vous et comment cela vous a amené à créer la fameuse méthode Moon's Floor. Il faut se replonger dans il y a 30 ans. Je suis danseur étoile. Je suis ce qu'on appelle dans l'âge d'or de ma carrière. Je danse énormément. À l'époque, je ne le sais pas. Je danse trop. Je suis tellement distribué dans les pièces chorégraphiques qu'il m'arrive à faire 4 pièces chorégraphiques dans un même soir. Évidemment, c'est le rêve du danseur. Sauf que déjà depuis l'âge de 18 ans, et j'en ai 30 à ce moment-là, je commence à avoir des douleurs dorsales un peu embêtantes pour mon quotidien, ça c'est certain, mais puis de plus en plus entravantes pour mon activité professionnelle. Sauf que les danseurs, on part à la retraite entre 35 et 40 ans, donc je me tais, je dis rien, je cache en me disant si jamais ma direction artistique savait ça, je suis faible, je suis à risque. Donc je me suis tu, j'étais dans le déni de la douleur. J'ai vu des médecins, des ostéopathes, et puis tout ça n'a plus été assez utile. Alors je me suis automédicamenté, et à un moment donné, même ça n'a plus suffi. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit non, c'est stop, ça m'en peut plus. J'ai 30 ans, j'ai envie de vivre, je ne veux plus vivre avec ces douleurs incessantes. Je suis rentré en France, on m'a annoncé que des mauvaises nouvelles, que je n'avais pas le choix, que la seule solution était chirurgicale. Et venant d'une famille de chirurgiens, j'aurais dû être conforté. C'était l'inverse. Oui, justement. Ça m'a effrayé. Et j'ai, en fait, à 15 jours de la chirurgie, du rachis, de la colonne vertébrale, j'ai tout annulé. Parce que je suis parti d'une hypothèse, et si, pour une fois de ma vie d'athlète, je faisais le strict inverse de ce que j'avais fait toute ma vie. C'est-à-dire, au lieu de faire des mouvements verticaux, je m'enroulais sur moi-même, pensant à l'époque que c'était contre nature. Et comme la douleur était extrême, j'avais pas le choix. J'ai fait dans une extrême lenteur quelque chose de très tonique. Et le paradoxe du très tonique, très dynamique, avec l'extrême lenteur, une lenteur hors norme, ça a été radical. En 3 jours, j'avais plus aucune douleur. Qu'est-ce qui vous a fait peur, en fait, dans la chirurgie Google, les images sur Google, les vidéos, les témoignages de chirurgie ratée. Je savais, parce qu'un chirurgien me l'avait dit, j'avais posé la question, est-ce que j'ai à 100%, il y a 100% de réussite ? Bon, la réponse du type a été un peu mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop, vous verrez, peut-être que, si vous arrêtez de faire du sport, dire ça à un homme de 30 ans, c'était terrible. Un sportif de haut niveau. Et puis je pense que j'avais une forme de folie aussi, je me suis dit, je n'avais aucune connaissance en biomécanique. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un expert en biomécanique, mais j'ai appris énormément de choses par le corps. Au lieu de passer par la théorie, je suis passé par l'empirique. Et je pense qu'il y a une forme de, d'enthousiasme fou ou de croyance, de foi, j'avais foi dans mon corps, plus que dans les avis et les théories. Alors vous critiquez, vous venez de le faire, les mouvements linéaires, et vous expliquez que transpirer n'est pas toujours signe d'un bon entraînement. Ouais. Alors que devrait-on privilégier pour bouger efficacement tout en respectant l'intégrité de notre corps ? Ouais, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et j'ai à la fois rectifié ce que vous avez dit parce que je ne critique pas. C'est la science depuis plus de 75 ans qui a critiqué, qui a rectifié en disant c'est fini, il faut arrêter de faire des mouvements verticaux. Aujourd'hui, les plus grands spécialistes, vous avez Jean Dubousset, Cocorico, un Français qui a révolutionné la chirurgie de la colonne vertébrale et qui utilise un mot très fort. Il dit la verticalité est une hérésie anatomique. Une hérésie anatomique. On entend dans cette analogie quelque chose de l'ordre de la religion, de la croyance poussive, de l'incroyance en fait. C'est complètement contre nature en fait. Mais les gens vous disent mais enfin mon corps est droit. Mais non, quand vous allez au supermarché, vous montez les escaliers, vous marchez, vous courez, vous jouez au golf, au tennis, vous nagez, vous dansez, votre corps se spirale sur lui-même, il s'enroule et se déroule. On n'est pas des cubes avec des bras qui dépassent et des jambes. Vous voyez, c'est Robocop. Ouais. Et donc, même comme danseur, on est profil à la barre toute notre vie. On entraîne nos corps, on nous demande de bouger dans l'espace, de faire des choses qui sont tout le temps en train de s'enrouler sur elles-mêmes. Mais la schizophrénie, c'est qu'on se retrouve tous les matins à la barre à faire quelque chose de cubique. Donc évidemment, le corps va vous rendre c'est un péché, ce péché. Je reste dans les termes analogiques de la religion. J'ai même entendu une fois une neuroscientifique dire c'est inhumain de ne pas travailler son corps selon cette tridimensionnalité, ce principe rotatoire naturel. Elle a dit c'est inhumain.
Mais pourtant, dans toutes les pratiques sportives, on nous fait travailler effectivement dans l'alignement des hanches, Il y a du boulot. Il y a du des boulot devant genoux, moi. des pieds, avec le dos. Exactement. C'est l'alignement. C'est ce que je dis dans mon livre. En fait, à peu près 90% de la planète s'entraîne selon un schéma binaire, bidimensionnel, comme si on était des êtres verticaux. Non, même un être sur une jambe en équilibre n'est pas droit perpendiculaire au sol. En fait, il est légèrement oblique, ce qu'on appelle un alignement oblique dynamique en biomécanique. Alors, par exemple, pour nos auditeurs, il y a quel exercice pourrait tester chez eux même. Il y a un exercice que vous mettez dans votre bouquin, très imagé. Il y en a beaucoup. Très imagé, il y a plein d'exercices. Il y a un exercice où on se met effectivement avec les jambes sur le côté, la tête de l'autre côté. Enfin voilà, c'est un exercice d'étirement qui est assez connu. Et là, on le fait en mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une posture qui nous tire, et qui est très bien, c'est très, très, très efficace, de poser ses jambes d'un côté, pliées, et le tronc de l'autre côté, et de dissocier le plancher pelvien, le bassin de la cage. C'est une très bonne chose. Mais la vie, c'est le mouvement. Ou le mouvement, c'est la vie. Donc, si vous mettez cela en mouvement plutôt qu'en posture statique, le corps va vous rendre des merveilles. Ouais, d'ailleurs, pour les auditeurs, vous me permettez de mettre l'illustration de votre livre sur l'article de ce mouvement-là. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut demander à la maison Hérol qu'elle est droit, mais je pense qu'ils diront oui. Super, juste pour qu'on puisse bien visualiser ce mouvement. C'est une bonne chose. Alors, vous mettez en avant les mouvements spirales et lents pour activer les fascias. Qu'est-ce qui les rend si efficaces, en fait, et comment cela fonctionne concrètement dans notre corps ? Il faut, en fait, c'est un type qui s'appelle Jean-Claude Guimberteau, un Français, encore un cocorico. On est très en retard sur les fascias en France. On est le plus en retard en Europe, mais en même temps, il y a des types, des acteurs de la science, de la santé, qui ont vraiment dit des choses en avance de tout le monde en Europe. Alors, Jean-Claude Guimberteau est le professeur qui est très connu parce qu'en fait, il s'est rendu connu du grand public parce qu'il a mis une caméra sous la peau et on voit les fascias. On voit. C'est comme des gouttes de pluie, cette espèce de gel informe. C'est beau à voir, hein, c'est très très beau. Alors, on voit déjà de par cette matière ce qui est possible. C'est transformable parce que même avec des doigts sur la peau, on peut transformer cette matière qui a tendance, évidemment, c'est un conte de fées, mais il y a toujours une sorcière dans un conte de fées. Le problème, c'est que ça va vite coller. C'est ça le mal dans cette histoire de conte de fées. C'est que ça va vite coller. Après, vite coller, ça va vite s'assécher et ça peut même scléroser. Si on ne masse pas, si on n'étire pas, si on ne fait pas de mouvement adéquat. Si on fait des mouvements binaires, bidimensionnels comme le danseur étoile que j'étais, vos fascias vont pas du tout réagir. Ils vont coller et s'assécher. Tout ce qui est vertical va compresser et finir par assécher les fascias. Donc, il faut changer nos manières de concevoir le corps. C'est simple, en fait. C'est un geste quotidien, facile à mettre en place. Il faut juste changer cette conception binaire du corps. Vous en parliez tout à l'heure comme d'un miracle. Moi, je l'ai vécu comme un miracle, vous imaginez. À 30 ans, on vous dit, vous êtes fini. Et puis, j'ai une personne de mon entourage qui était proche à l'époque et qui me disait, c'est fini, mon gars. Il faut se résoudre, là. Tu vas finir ta vie derrière un bureau et si tu continues, c'est la chaise roulante. Parce qu'en fait, j'ai une colonne vertébrale de naissance, ce qu'on appelle un canal lombaire très étroit, truffé à l'époque d'arthrose, que j'ai dû faire exploser, qui a dû s'effriter par mes mouvements. En les frottant, l'arthrose, elle a disparu. Waouh. Et puis, j'avais surtout des disques très abîmés. Alors, des disques abîmés, c'est abîmé à vie. Ça ne va pas se régénérer un disque. En revanche, on a appris quelque chose depuis ces recherches des fascias. C'est pas les disques abîmés qui font mal. Vous voyez, quand on opérait les disques et qu'on les coupait, c'était une vraie connerie. Il faut pas le faire. Ça, la science a fait un virage à 360 degrés. Ce sont les fascias sclérosés autour des disques qui font mal. Et donc, pourquoi moi, un type qui avait tant de disques abîmés et tout d'un coup, en quelques jours, complètement résorbé ces douleurs qui se sont évanouies, mais pas par le Saint-Esprit, parce que en fait, j'ai fait glisser ces fascias et ils se sont réhydratés, parce que ça se réhydrate par soi-même par le mouvement rotatoire très très lent. Et les douleurs ont disparu avec cette liquéfaction. Alors, si on applique ces principes, ces mouvements dans notre vie quotidienne, quel changement peut-on attendre ? Une élasticité évidente, c'est la première chose. En fait, les gens, et de tous âges, de toutes les corpulences, de tous les âges, vont sortir de là en se disant « Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Ils planent déjà pendant 1 minute ou 2, ils vont pas se relever tout de suite. Il y a un côté méditatif qui n'était pas voulu. Dans ma recherche, j'ai pas cherché à rentrer dans un état méditatif d'hyperconnexion à son corps, au moment présent. Il se trouve que quand on fait des mouvements hyper physiologiques dans cette hyper lenteur, dans quelque chose qui lie le système nerveux central et les viscères et le système immunitaire, évidemment, on peut comprendre que tout d'un coup, on rentre dans un état de présence à soi. Donc, il y a cet effet-là, cet effet de très grand apaisement et d'élasticité qu'on appelle fibrillaire, parce que ça vient des fibres plutôt que des muscles. Alors, dans votre livre, vous posez une question forte.
Qu'ai-je dit encore? Dans quel état? Mais moi, ça m'a interrogée parce qu'effectivement, du coup, je regarde plus il est un peu provocateur, les gens de la ce même livre. manière. Oui, il est très assertif. C'est un manifeste, en fait. Vous savez pourquoi, Très racé, Amal? oui. C'est qu'en fait, le premier était beaucoup plus consensuel parce qu'il fallait présenter le travail, il fallait que les théories, parfois un peu barbares à comprendre, soient accessibles au grand public, donc j'ai essayé d'écrire quelque chose d'accessible à tous. Le deuxième, bon, j'ai 54 ans, je sais pas jusqu'à quand je vais faire ce que je fais, je me suis dit, enfin, il va falloir que j'ouvre la bouche et que je dise ce que j'ai vu pendant 40 ans, de ce que je comprends du corps, et de ce que les gens n'osent pas dire, il faut le dire. Et alors j'ai écrit ce deuxième livre grâce à Joanne Mirail, la directrice éditoriale de la maison Erol Bien-être, à qui je dois tout, parce que c'est elle qui m'a donné la parole. Oui, parce que vous dites qu'il y a une résistance, même dans le milieu du sport, où on continue à utiliser des mouvements binaires, alors qu'on sait... Alors le sport, le sport olympique est très très ouvert. C'est les premiers qui m'ont ouvert la porte, en fait, et Roland-Garros. Mais le sport olympique, c'est le sport de haut niveau. Oui. Mais aujourd'hui, la formation des professeurs... ça reste, bien sûr, ça reste assez bidimensionnel. Mais c'est vrai qu'ils vont quand même, ils sont poreux aux innovations. Ils n'ont pas peur. Vous êtes auditionné, il faut montrer patte blanche, bien évidemment. Mais si ça marche, et si en plus ça marche vite, ils vous emploient. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas mult phases de validation. Alors que le milieu artistique d'où je viens, qui est le milieu de la danse classique et contemporain, qui se veut très ouvert, l'art, est beaucoup plus traditionnaliste, en fait, beaucoup plus conservateur, beaucoup plus méfiant. Et ce qui peut se comprendre, parce que l'art, on veut conserver un art. C'est plus facile de conserver une pratique corporelle, une pratique sportive, parce qu'elle est sur des acquis, des choses scientifiques, alors que la danse, c'est beaucoup plus dans la sphère de l'intellect, vous comprenez? Donc, je pense qu'ils sont plus méfiants d'interpénétrer d'autres pratiques, et bon, je le comprends. J'en ai jamais voulu au monde de la danse d'avoir été d'abord méfiant. Aujourd'hui, on travaille ensemble, Alors, on va revenir à cette question forte que vous posez dans votre livre. Dans quel état sont les fascias de ceux qui décident de l'avenir de notre civilisation? Du coup, moi, j'ai regardé effectivement. J'ai relevé ça. Du coup, je regarde pas les gens, je regarde plus les gens, en tout cas nos décideurs, de la même manière. Par exemple, Trump, quand on le voit, on voit qu'il est fatigué. Il ne sait pas comment on fait. Mais complètement. Comment il fait? Et on peut citer d'autres politiciens français, notamment des gens qui ont peut-être des visions déshumanisantes des gens et qui catégorisent les humains. Si vous voulez regarder marcher ou se tenir debout, je le vois tout de suite, en fait. C'est dans la posture. Il y a quelque chose de tassé, de rabougri. On voit, en fait, c'est pas des corps qui ont conscience de leurs ressources, déjà. Sans avoir même conscience de son corps. Parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément une conscience très développée de leur corps. Mais conscience de ce qu'on a sous la peau, c'est-à-dire un organe comme celui-ci. Et c'est fou quand on se dit des hommes politiques qui sont censés être en veille permanente des évolutions du monde. Or là, on parle d'une révolution des fascias, c'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un après. Rendu un peu inaudible au moment du Covid, parce que c'est sorti en 2018, en 2020, boum, Covid. Mais ça reste une révolution. Enfin, les scientifiques nous disent, ils sont partis en croisade pour nous dire, oyez, c'est fini, on ne peut plus faire comme avant. Il y en a un des plus fameux, Thomas Myers, un Américain, qui dit, il faut brûler les livres d'anatomie, il faut refaire. Les universités doivent changer de programme, on doit réécrire. Donc j'ai essayé un petit peu, à ma moindre mesure, moi, ancien artiste, de réécrire un peu le corps, de le comprendre dans sa réalité tridimensionnelle. Alors dans votre livre, j'ai bien aimé aussi parce que vous introduisez l'intelligence corporelle en la comparant avec l'intelligence algorithmique ou l'intelligence artificielle. Alors j'ai fait ce parallèle parce que, en fait, avant qu'on nous parle de cette intelligence artificielle à tout va, qui, moi, me fascine, mais aussi, autant elle me fascine, autant elle m'effraie, parce qu'elle est incontrôlable, incontrôlée. On ne sait pas où on va, et on voit bien ce que les États-Unis sont en train d'essayer de faire aussi, de remplacer littéralement des domaines du travail par l'humain, par l'intelligence artificielle, par l'artifice. L'humain remplacé par l'artifice. Bien avant ça, avant qu'on soit dans cette modernité-là, les chorégraphes avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais encore danseur, donc il y a plus de 20 ans, nous parlaient d'intelligence corporelle, intelligence physique. On ne savait pas trop quoi mettre derrière, parce que les fascias n'existaient pas. Cette intelligence, c'est un réseau. Comme on dit Internet est un réseau, les fascias, on les appelle un réseau. C'est un réseau d'informations, et plus vous lui donnez d'informations, évidemment d'informations qui lui soient propres, plus il va développer d'intelligence. Vous voyez, donc il y a un rapport à faire entre cette intelligence corporelle qui est infinie, comme l'intelligence artificielle, plus on la nourrit, plus elle devient intelligente. Les fascias, bien avant, puisqu'elle est là depuis la nuit des temps, il est temps qu'on s'en occupe, parce qu'à côté des intelligences artificielles, il y en a une qui est complètement naturelle, gratuite, naturelle, sans artifice, bien plus
capables de nous tenir en vie, vivants, même d'une manière cognitive. On parle de santé mentale. Enfin, les gens qui prennent les cours de Moonsflore en permanence vous disent « Non mais moi, je suis passé par une étape dépressive, mais je peux pas vous dire comme ça m'a éveillé. C'est un boost motivationnel. » Quand c'est moi qui le dis, c'est moins fort que quand ce sont les pratiquants. Mais tous les témoignages que vous voyez dans le livre, tout ça est réel en fait. Et c'est pas le Moonsflore, c'est nos ressources qui sont extraordinaires. Alors comment on nourrit ces fascias correctement ? C'est soit par le massage, ce que les fasciathérapeutes avaient compris bien avant tout le monde. Il y a des stratégies très identifiées, comme les forces et les contre-forces, rotatoires, isotoniques, c'est-à-dire une force, un mouvement constant dans une force constante, et l'hyper-lenteur. Il faut une lenteur hors norme. Il faut quelque chose de à la fois très dynamique, et comme je vous disais tout à l'heure, le paradoxe, c'est qu'il faut que ça se fasse dans une lenteur hors norme. Donc on est très concentré sur son corps, on est très concentré. Moi je dis toujours à mes élèves, je dis, vous êtes les empereurs du temps, vous êtes les impératrices du temps. C'est à vous de vous prenez ça en main, et le mouvement spiralé, donc un mouvement rotatoire, vous prend en main. Vous ne vous occupez que de ralentir le temps. Ce qui est une sacrée affaire de nos jours. Et sous ces stratégies du mouvement constant, extrêmement lent et circulaire, vos fascias, c'est sans les commander. C'est un réflexe. Vos fascias se libèrent, on dit se dédensifient ou se retexturisent. Alors des disciplines comme le yoga, le qigong, le tai chi mettent déjà l'accent sur des mouvements lents et fluides. Et spiralés. Pensez-vous que ces pratiques ont intuitivement compris l'importance des fascias ? Bien sûr, et aussi la culture ayurvédique. Il y a aussi une pratique qui, moi, m'a toujours fasciné quand j'étais danseur, parce qu'à l'époque où j'en parlais à mes familles de scientifiques, on me disait « Mais non, c'est des charlatans, tu t'es fait avoir, c'est pas possible. » Je leur disais « Écoutez, j'ai fait de l'acupuncture, c'est quand même extraordinaire. Je suis rentré dans cette salle en boitant, je sors, je ne boite pas, et le soir même, j'ai fait mon spectacle. » Non, mais c'est dans ta tête. Non, en fait, les acupuncteurs appellent ça la terre. La terre, c'est le fascia. En fait, ils vont aller palper, ils repèrent les zones denses, sèches, et ils piquent dedans. Les méridiens, oui. Et voilà, exactement. Et c'est comme ça que, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là. Donc forcément que des cultures ont compris intuitivement. Il y a quelque chose là. Ça n'était pas nommé fascia. On n'avait pas encore validé scientifiquement. On disait pas c'est un organe. Mais il y avait une compréhension du corps qu'on appelait holistique ou alternative. Et non, c'est fini. C'est plus du tout alternative. Il va falloir en faire une façon d'être, une façon de concevoir son corps et sa santé. Universelle, en fait. Alors, vous avez vu des milliers de personnes transformer leur corps et leur mental grâce à votre méthode, puisque aujourd'hui c'est une méthode, la méthode Moonsflore. Alors, est-ce que vous avez des histoires à partager avec nous, effectivement, je ne sais pas, sur des gens, par exemple, j'ai lu dans votre livre que potentiellement sur la migraine, ça avait aussi une action positive. J'ai été mon premier cobaye, en fait. C'est vrai que moi, j'étais sujet à des migraines ophtalmiques assez violentes. J'avais ces problèmes lombaires qui étaient juste épouvantables, avec de l'arthrose aggravante. Toute l'arthrose a complètement disparu. J'ai plus aucune migraine depuis plus de 20 ans. Mais c'est vrai que, moi, mon exemple, il est à mettre de côté, parce qu'évidemment, parler de soi et vendre à la fois son idée, la défendre, ça n'a jamais le même poids quand sont les autres qui en parlent. Il y a plus de 320 professeurs certifiés à l'international. Et donc, eux rencontrent évidemment des centaines et des centaines d'élèves. Donc, ça fait des milliers de gens à travers le monde qui témoignent sur les réseaux sociaux, que je fais parler dans mes livres ou sur les vidéos. La dernière en date, c'est une femme qui avait 81 ans et qui écrit à Maison Muns en disant « Je voudrais que vous passiez ce message à Monsieur Muns. Je voudrais lui dire qu'il a changé ma vie. J'ai 81 ans. Je souffrais de ceci, de cela, de fibromyalgie, de maux de tête. Évidemment, je ne peux plus tenir mes petits-enfants dans mes bras, mal au dos, etc. Mes articulations sont raides. » Et elle termine son message en disant « Le Moonsflore, Muns, c'est mon nom, Moonsflore, Flore, ça veut dire le sol, le Moonsflore a rebattu les cartes de ma vie. » Là, vous lisez ça, vous dites « Mais ouais, c'est ce que ça a fait aussi pour moi, il y a 21 ans. » C'est une renaissance. Oui, c'est vrai, les gens utilisent beaucoup ce mot de renaissance. Alors comme ça fait un peu mièvre au micro. On se dit, oh, ça fait un peu... Il défend son truc, le mec. Je vous assure que c'est pas le Moonsflore qui est extraordinaire. C'est vous, ce que vous avez sous la peau. On a cet organe des organes tour de contrôle qui a un pouvoir extraordinaire d'autoproduire des protéines de jeunesse. C'est pour ça que je fais pas mon âge et que cette femme de 81 ans vous dit, ça rebat les cartes de ma vie. Je prends mes petits-enfants dans les bras, je voyage. En fait, les gens vous disent souvent, je suis sidéré, je n'en reviens pas.
Oui, alors moi qui adore le sport, qui fait beaucoup de sport, c'est vrai que effectivement, les étirements, c'est peut-être des choses que je peux parfois négliger. Ouais. Et j'ai pris votre livre et donc j'ai suivi effectivement les mouvements posturaux, notamment le mouvement dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Et ça fait énormément de bien. Genre, je veux dire, il n'y a pas photo, c'est une détente absolue. J'ai fait tester à mon mari qui, lui, plutôt tennis et fait pas du tout d'étirement. Il m'a dit, oh là là, comment ça se fait que j'ai pas connu ça plus tôt? C'est trop bien, ça fait trop de bien, c'est trop bon, c'est délicieux. Et oui, pour moi, c'est pas quelque chose que vous vendez, c'est quelque chose que vous révélez aux gens. Je fais du travail 7/7 et c'est pas du tout pour me plaindre que je dis ça. C'est parce que quand je me suis rendu compte de la capacité qu'avait mon corps et celui des autres en leur transmettant mon savoir-faire, je me suis dit, non, là, il faut rentrer dans une espèce de, je dis ça avec un peu d'humour et de légèreté, une sorte de croisade, en fait. Et je sais que des types et des hommes et des femmes font ce travail à l'international. Hélène Langevin, Thomas Myers, Robert Schleip et Stella Stecco en Italie. Il y a énormément de gens qui sont partis en croisade pour dire ce que je vous dis à ce micro. En fait, c'est sûr que le monde est cruel, peut-être un peu déshumanisant aujourd'hui. Il y a des informations de l'actualité qui peuvent vraiment nous déprimer, mais en même temps, si les gens savaient ce qu'ils ont là tout de suite sous la peau pour se connecter à eux-mêmes, créer des liens plus forts avec les autres, être beaucoup plus énergique dans la journée, avoir le moral, se sentir léger, élastique avec 15 minutes d'exercice par jour comme on se lave les dents, non, il faut que les gens le sachent. Il faut se dévouer. Enfin, j'ai pas le choix, en fait. Il faut que je me dédie jusqu'à ce que j'aille sur une île déserte boire des mojitos fraises. Je vais faire ça toute ma vie. Vous dansez toujours ? Dans mon salon, oui, mais j'ai plus le temps. En fait, je suis devenu un entrepreneur un peu malgré moi, parce que c'était pas du tout ma vocation. Moi, j'aime être avec les gens et transmettre. D'ailleurs, là, au mois de novembre, j'ai relancé un événement mensuel où je rencontre en ligne de chez eux le grand public pour leur donner un long cours de 2h30. Ça me manquait énormément de rencontrer le grand public. C'est eux qui m'ont tout appris de mon métier, avant que les théoriciens m'expliquent sur quel levier je tirais. Mais sinon, le reste, 99% du temps, je m'occupe des professionnels pour les former et je forme des formateurs de formateurs pour que, voilà, j'ai un homme de 54 ans, hein, donc forcément, qu'est-ce qu'il y a après moi? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Donc, je m'efforce de développer, de préserver beaucoup, ouais. Et aujourd'hui, effectivement, dans cette quête de transformation, enfin en tout cas de partage de... Oui, c'est ça, c'est un partage. Oui. Ouais, je le vois comme ça, pas plus, tout simplement. Ou de transmission de votre expérience. Transmettre, c'est-à-dire c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, je le transcende. Et cette histoire qui a duré quand même assez longtemps en tant que danseur étoile, qui a été quand même rugueuse, hein. Il y a eu vraiment des moments extrêmement rugueux de cette carrière brillante. Hein. Étoile, on brille. Non, dans la coulisse, c'était une toute autre histoire. Aujourd'hui, je la transcende en partageant tout simplement... Et pour ceux qui sont dans une logique d'excellence, qui cherchent la performance... Et justement, il faut qu'ils aient vite accès à ça. Les écoles de danse nationales s'y mettent, le Ballet national de Marseille, l'école de danse nationale de Marseille, je vis à Marseille, donc ils me connaissaient bien avant que j'y sois d'ailleurs. L'équipe de direction est absolument géniale, ils ont compris que leurs danseurs avaient besoin de ça. À Toulouse, vous avez le VM Ballet. Le VM Ballet de Toulouse a mis en place la Moons Bar et le Moons Floor, donc la version à la barre pour les danseurs des spirales, et les retours des élèves. Mais les gamins, comment ils parlent de ça, avec une conscience de leur corps décuplé, et de les inflammations qui disparaissent, l'équilibre plus tenu mais avec moins d'efforts. Enfin, les principaux intéressés se rendent compte tout de suite des effets des fascias et de la colonne vertébrale sur leur art. Donc ça change, ça bouge. Bon, il faudrait 10 maisons Moons à travers le monde pour faire le travail que je voudrais faire. Mais bon, à mon échelle, on arrive quand même à faire des choses de haut vol et à travers le monde. Donc bon, peut-être que j'irai boire des mojitos fraises sur une île déserte à 150 ans. Voilà. Et que les choses vont bouger jusque-là, on verra. Alexandre, en quoi croyez-vous ? Je vais vous dire, moi j'ai été élevé par une mère qui était seule avec ses 4 enfants et qui les a élevés toute seule. Donc j'ai vu ce que c'était que la foi et la force que ça pouvait engendrer chez une personne et ceux qui l'entourent. Et je crois que j'ai appris ça de ma mère et de par mon métier de danseur, bien évidemment, où le corps est notre instrument. Ma foi, en fait, c'est quelque chose de très, très personnel. Je pense qu'il y a une forme de spiritualité en moi que je ne définis pas forcément et je n'ai pas envie de la définir parce que c'est quelque chose qui ne regarde que moi. Mais je dirais que
Mon cerveau, c'est mon corps, c'est évident. Ça, c'est ce que le travail sur les fascias et la découverte du Moon's Floor il y a 21 ans m'a appris. Mon cerveau, c'est pas dans ma tête, c'est pas dans ma boîte crânienne. C'est partout, c'est ces fascias qui emplissent toutes mes fibres et mes cellules. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? Qu'est-ce qui m'inspire? Enfin, ça fait peut-être un peu sentimentaliste de dire ça et peut-être un peu centré puisque je vais vous reparler de ceux qui bénéficient de mes travaux. Oui, il y a une chose qui m'émeut énormément, c'est les professeurs que je forme et que les formatrices de formateurs forment, mon équipe de formateurs. Alors évidemment, c'est un peu sentimentaliste, les gens que je forme m'émeuvent, mais vous imaginez, moi j'ai commencé seul dans un studio, on m'a traité de charlatan, des gens dans ma famille scientifique m'ont dit que j'étais fou. J'ai traversé toutes ces épopées, je les ai traversées, et c'est les élèves, le grand public, qui m'ont permis d'y croire. Et à un moment donné, j'ai vraiment cru dans ma vie, j'y arriverai jamais en fait. Je vais jamais arriver à former des professeurs, des professionnels, parce que pour arriver à eux, c'est une montagne devant moi. Et aujourd'hui, quand je les forme, ou quand je vais dans les formations où les autres forment d'autres professeurs et que je viens simplement 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure pour faire le papy, en fait. Un jeune papy. J'étais là, jadis, je voudrais vous remercier, vous m'honorer. Ça m'émeut de vous voir, parce que ouais, les gens m'émeuvent. Je me dis, c'est pas possible, ils sont là, ils sont venus, ils ont envie. Mais d'où vous venez? Ça a pris combien de temps avant qu'ils viennent? 15 ans. Ouais. Et ça fait 21 ans que je fais ça. Ouais, 15 ans. C'est long, 15 ans. Ouais. Parce que moi, j'ai tout de suite vu et j'ai tout de suite entendu à travers le grand public, ça marche, c'est extraordinaire, j'ai arrêté les injections, je ne prends plus de psychotropes, je ne prends plus d'antidouleurs. Et je me disais, mais il faut que des professionnels autres, il faut que d'autres que moi transmettent ça. Et c'était une vraie frustration. Et une frustration de se dire, l'institution dont le rôle est de conserver, sinon on n'appellerait pas les conservatoires des conservatoires, on les appellerait des observatoires, était un peu hermétique quand même à l'époque. Ça a beaucoup changé aujourd'hui et j'en suis heureux, mais la réalité, sans vouloir taper sur personne, c'est que c'était rude de se dire ça marche et tellement de gens pourraient en profiter de tous les âges. Donc aujourd'hui, les gens qui m'émeuvent, c'est derrière ces professionnels, c'est des humains qui se disent moi je veux faire ça, moi aussi j'ai envie de faire du bien aux gens à ce point. Vous en vivez aujourd'hui? Ouais. Oui, et c'est surtout que j'en fais vivre beaucoup d'autres, parce que c'est plus de 320 coachs à l'international vous disent, c'est évident, si on parle de sous, ma clientèle a énormément évolué, j'ai des gens qui m'appellent parce que ça crée des histoires humaines. Je vous parlais de l'émotion que peuvent me causer les professeurs certifiés. Il y a des gens qui m'appellent en me disant, je pars en vacances avec mes enfants cet été, ça m'est pas arrivé depuis des années, parce que voilà, les cours sont blindés de monde. Donc Maison Moon, c'est une entreprise qui marche bien, qui forme des gens à l'international, mais je crois que je suis à peut-être 15-20% des capacités. Je vois très bien ce qu'on peut faire s'il y avait une infrastructure, s'il y avait des investisseurs. C'est quelque chose qui est organique, c'est-à-dire qui s'autofinance. Je n'ai jamais emprunté d'argent et c'est une entreprise qui marche, qui est sur des rails. Mais pour que le projet que j'ai se réalise, il faudrait qu'il y ait des investisseurs. Je n'en suis pas encore à cette étape. Je pense qu'elle va arriver très très vite. Mais il faut qu'il y ait une infrastructure et qui coordonne ça à l'international. Moi, je suis tout seul, je peux pas faire ça. Je me suis improvisé entrepreneur quand même. Oui. À la base, je dansais, je ne parlais pas. On parle pas. Les danseurs, on est sur scène, c'est notre corps, vous voyez. Donc j'ai appris à présenter, je me suis renseigné, j'ai appris à faire des business plans, à créer des sites, des photos, des textes. Enfin voilà, un entrepreneur avec toutes ces casquettes. Mais j'ai mes limites. Comment vous avez fait pendant les 15 premières années pour vivre? La foi, celle que ma mère avait mise en moi, et le grand public. Vraiment, je dis ça peut-être ça peut paraître un peu énorme, mais dans le livre, les deux, je prends un vrai chapitre pour remercier les gens. Parce qu'en fait, sans eux, si les gens n'étaient pas venus me voir à la fin de chaque cours avec les yeux un peu rougis par un peu d'émotion, l'endorphine qu'on voit sur la peau, la peau tendue, un peu rosée comme ça, les gens me disent... Vraiment, mais merci, là, ça, c'est quelque chose qui a lâché. Tous ces gens qui sont venus me voir pendant 15 ans, j'aurais arrêté. Et il y a une petite fille, Julie, qui peut-être elle m'entendra à ce micro, une gamine de 9-10 ans. Il y avait une année, j'avais vraiment décidé de tout arrêter. Je crois qu'on était en 2007. Et sa maman était venue me trouver 2 mois avant que je m'arrête, elle ne le savait pas. Est-ce que vous voulez bien entraîner ma petite fille qui veut rentrer dans une école de danse nationale? Oui, bien sûr. Et je lui ai pas dit qu'après j'allais m'arrêter. Et Julie, en seulement 2 mois, a fait des progrès si faramineux
que le dernier jour, on s'est retrouvés en fin juillet. Elle est arrivée avec un bouquet énorme. Elle était tellement petite, cette gamine, qu'elle a été cachée par le bouquet. Elle m'a donné ce bouquet en me remerciant. Et je la voyais travailler, donc je la faisais danser ce jour-là. Et j'ai été assis dans la salle et je me suis mis un peu à pleurer. En fait, dans mon coin, j'étais dans le noir, donc personne ne me voyait, ni la maman. Et je suis rentré chez moi en me disant, non, je peux pas arrêter. Si en 2 mois, cette petite fille est arrivée à ce niveau-là, à intégrer comme une éponge autant d'informations, non, je peux pas arrêter. Et grâce à Julie, j'ai continué. Donc, c'est les gens, en fait, qui m'ont mis là. C'est quand toutes les portes se fermaient, c'est eux qui m'ont donné la foi. Je suis très émue par cette histoire. Ouais. Moi aussi, un petit peu de me retourner en arrière. Allez, pleurons. Pleurons de joie. Pleurons ensemble de joie. Mais oui, c'est que joyeux. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Je le dis joyeusement. Ouais. Peut-être trop d'enthousiasme. Non, pour être honnête, il y a rien trop qui m'effraie. On va pas rentrer dans l'actualité parce qu'elle est effrayante pour tout le monde. Hein. Bien sûr qu'on vit dans un monde qui est en train de je pense, il y a comme une déflagration. Et en même temps, je me dis, c'est le dernier aboiement d'un monde qui était déjà en train de mourir. Cette façon de catégoriser les gens, de les cataloguer. Cette déshumanisation qui nous fait tous un peu peur et qui nous fait aller vers les extrêmes. Moi, j'ai l'impression que je vis en France depuis maintenant, je suis revenu des États-Unis, ça fait maintenant 3 ans. J'ai passé mon enfance ici, mon adolescence et une partie de l'âge adulte. Je vois pas le pays tourner à l'extrême droite et faire ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où les fonds de recherche sur le cancer s'arrêtent, les fonds pour les seniors sont coupés. Enfin, je vois pas notre pays tomber là-dedans. Et j'ai l'impression que les États-Unis est en train de tomber dans une caricature et que c'est le dernier recours d'une vision de l'homme qui est déjà morte. Alors voilà, ça aboie plus fort que tout le monde, mais j'ai l'impression que ça tiendra pas. Donc même ça me fait pas trop peur. J'ai confiance. Je pense que les gens sont pas idiots. On est passé par quelque chose de très difficile dans notre histoire de l'homme, le Covid. Ça a créé une espèce de synergie à travers le monde. Enfin, on était tous touchés par la même chose. C'est quand même unique dans l'histoire de l'humanité. Et que ça, finalement, nous a rapprochés humainement. En fait, on est tous fragiles. On est tous les mêmes. Et ces fascias qui sont le réseau interne de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Ce réseau, cette énergie cette spiritualité presque qu'on a tous en commun, qu'on soit croyant ou pas, eh bien, on l'a à l'intérieur sous la peau. Donc, à mon petit niveau, j'essaie de participer à cette humanisation, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est quoi ? C'est rigidité versus souplesse ? Exactement. Il faut cette élasticité cérébrale. On parle de plasticité cérébrale. Moi, je pense que les gens comme Trump n'ont plus aucune plasticité cérébrale. C'est une forme de... Même physique, hein. Et physique aussi. Ça va ensemble, hein. Ouais, et c'est dramatique parce que tout est il n'y a aucune cohérence, en fait. Ouais. Il n'y a pas de souplesse, exactement, intellectuelle. Est-ce qu'on peut juste rappeler où sont les fascias ? Dans le crâne ? Partout. Voilà. Littéralement partout, à mal. C'est-à-dire du crâne au petit doigt de pied, au bout des doigts, à l'intérieur des organes, autour des organes, à travers les fibres. Ouais. Vous mettez un pull vert dans une baignoire, l'eau, c'est les fascias. Et le pull vert, c'est les fibres de votre corps. Et il y en a, on baigne dedans. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? D'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai. Si vous aviez un mantra ou une phrase qui guide votre vie, quelle est-elle ? Ou quelle serait-elle et pourquoi ? C'est une très bonne question. Encore. Dans le sens de plus de jamais. Dans le sens encore pas encore une fois, mais encore, et ça revient. Je pense qu'on est des êtres faits de cycles et qu'en fait quelque chose revient toujours et plus. Enfin, si moi j'avais écouté tous les détracteurs il y a 20 ans me dire c'était fini, tu remarcheras jamais, arrête, il faut que tu te fasses opérer, ou après mais non, c'est du charlatanisme parce que c'est pas possible tout ce que vous me racontez. En fait, je pense que les choses les plus folles, quand on a la foi, les choses les plus folles sont les plus réalisables, en fait. Ce que je vis aujourd'hui avec cette entreprise internationale, c'est une chose folle, en fait. C'est une chose presque inimaginable. Moi, le danseur, qui était un enfant extrêmement timide, ma mère m'a fait danser parce que je parlais pas beaucoup, j'avais du mal à me mêler aux autres, donc elle m'a fait faire de la danse pour m'ouvrir aux autres, au monde. Et donc je me dis, encore, essaye encore, ne lâche pas, parce que il y a quelque chose qui t'appelle encore et plus, et on revient. C'est ça la vie, en fait.
C'est encore. Qu'est-ce qui vous a apporté cette patience ? Je vais vous dire quelque chose, je crois que je le dis dans le deuxième livre, c'est le désespoir, parce que je pense qu'on a une vision du désespoir négative, mais en même temps, il y a une force inouïe qu'on va trouver dans le désespoir. Donc, vous voyez, encore, même dans le désespoir, encore là, la vie, elle est là. Et en fait, j'étais tellement désespéré en 2004, quand tout ça est arrivé, qu'on m'a dit, voilà, moi, c'est fini pour vous, hein, là, dansez plus jamais. Hein. Les chirurgiens que j'ai vus, j'en ai vu 2, m'ont dit tous les 2 la même expression. Vous avez la colonne vertébrale d'un homme de 80 ans. L'IRM que j'ai devant vous, vous avez 29 ans, c'est la colonne vertébrale d'un homme de 80 ans. Un à Marseille, un à Paris. Et dans le désespoir, en fait, j'ai trouvé une force inouïe, puisque j'avais plus rien à perdre. Ne plus rien avoir à perdre m'a permis d'écouter ce que mon corps me disait. Alors qu'avant, toutes ces couches de « il faut », non, ne fais pas ça, va là. Et il y avait cette foi, cette intuition, j'aurais dû vous dire le mot intuition plutôt que encore. Cette intuition qui m'a dit encore, écoute-moi encore, c'est ça, va là. Et le moment où j'ai été tellement désespéré, plus rien à perdre. Donc j'ai été d'une force inouïe, comment j'ai pu rebondir. J'ai écouté mon intuition pour la première fois, plus d'injonction. Eh bien, merci Alexandre. C'est merci à vous de m'avoir donné la parole. Et voilà, chers auditeurs, un tissu longtemps ignoré se révèle aujourd'hui essentiel. Les fascias, ce réseau discret, mémoire vivante de notre corps, rejoint les intuitions millénaires de la médecine traditionnelle chinoise. Comme le tai chi ou le qigong, il nous invite à ralentir, à bouger avec conscience, à rétablir un équilibre entre corps et esprit. Merci Alexandre pour cet éclairage fascinant. On parlait de réseau et de lien. Ce que vous venez de dire exactement, le lien, vous l'aviez imaginé avant qu'on se rencontre. Voilà, les liens étaient déjà là, avant qu'on se rencontre. Mais moi, parce que je vous connais avant qu'on se rencontre, j'ai lu votre livre. J'ai un avantage par rapport à vous. Mais vous avez lu entre les lignes aussi. Il y a des liens entre les lignes. Bravo, merci beaucoup, infiniment. Merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs. Écoutez votre corps. Il a plus à vous offrir que vous ne le pensez. Et si la vraie solution commençait par un simple geste, conscient et lent. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blooming You. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube, ou directement sur le site bloomingyou.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.